Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'École du Futur. Au programme aujourd'hui, elle est à la tête d'un fleuron de la cybersécurité en France, militaire dans les troupes d'élite, puis agente pour la DGSE. On vous présente le portrait d'Elena Poincet. Elle a cofondé une entreprise qui s'appelle Tetris. Elle a levé plus de 20 millions d'euros, soit un record mondial dans le domaine de la sécurité. On va en parler, elle est notre rôle modèle du jour. Mais juste avant, elle a une idée derrière la tech. C'est Dorit Naon qui est avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Dorit. De quoi allons-nous parler avec vous aujourd'hui ? Hello, aujourd'hui on va parler du retour au bureau des salariés en télétravail. On va voir ça dans un instant, mais juste avant, c'est notre sujet du jour. Alors que les compétitions de e-sport ne cessent de se développer en France et que les principaux gamers de l'Hexagone sont de plus en plus tarifés, le débat se fait de plus en plus important aussi quant à leur reconnaissance comme discipline sportive. On va en parler aujourd'hui justement avec notre invité du jour. Il s'appelle Yoann Rousset. Bonjour Yoann, bienvenue dans cette émission. Vous êtes le directeur d'une nouvelle école qui s'est créée sur ce domaine, l'Education Gaming School. On en parle dans un instant, juste après ça. La France pourrait-elle devenir championne de la cybersécurité ? C'est en tout cas l'espoir que nourrit notre rôle modèle du jour, Elena Poincet, la patronne de Tetris, une entreprise, je vous le disais, spécialisée dans la cybersécurité et le cyberespionnage. Le destin d'une femme, vous allez le voir au parcours exceptionnel qui nous est conté aujourd'hui par Xavier Terrade. J'ai une question pour vous. Sommes-nous prédestinés dans nos vies, dans nos carrières ? Je ne sais pas, mais j'ai ma petite idée. Je m'appelle Elena Poincet et je suis cofondatrice de Tetris, entreprise de cybersécurité. La sécurité, Elena Poincet, ça la connaît. La CEO de Tetris lutte contre le cyberespionnage et le cybersabotage. Fille d'un ancien militaire, cela n'a pas surpris ses parents de l'avoir quitté sa Vendée natale pour se lancer dans l'armée. En 1984, les armées ouvrent leurs portes aux formations mixtes. Je passe du milieu civil au milieu militaire, des chaussures à talons aux Rangers, de rebelle à la discipline, puis dans le commandement. 12 ans dans l'armée traditionnelle, dans les années 80-90, vous pouvez me croire, ça vous forge le caractère. En 1996, après avoir passé 7 années en Allemagne, Elena Poincet est entrée au service action de la DGSE pour défendre les intérêts de la France. Pendant de longues années, elle y a effectué des missions secrètes, une vie de soldat dans l'ombre selon ses propres termes, une vie qu'elle a quittée en 2009 au moment de sa rencontre avec Laurent Oudot, un autre de la DGSE avec qui elle a fondé Tetris 3 années plus tard. Une collaboration stimulante dont elle est très fière et qu'elle espère voir grandir encore davantage afin que malgré une concurrence rude, Tetris devienne leader européen des solutions de cybersécurité d'ici 10 ans, une période à laquelle Elena Poincet espère qu'elle aura arrêté de travailler, même si elle reconnaît que c'est pour le moment compliqué de l'envisager, car ses ambitions sont grandes. Elle souhaite à terme que son entreprise devienne leader mondial, une mission qu'elle aura peut-être à cœur de mener à bien, au risque de prendre un peu plus de temps. Et voilà pour ce portrait particulièrement inspirant. Tout autre chose à présent. Créée l'année dernière à Talence, l'Education Gaming School est une nouvelle école qui fait partie justement de ces écoles qui proposent une nouvelle formation au métier du sport électronique. 170 élèves ont fait leur rentrée cette année sur le nouveau campus. Tous ont été évidemment attirés par ces nouveaux métiers, les formations e-sport initiées en France en 2016. On l'imagine aussi qu'ils espèrent tous aussi atteindre un jour le monde du jeu vidéo en compétition. On va en parler justement avec le fondateur de cette école dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, je vous le disais en introduction, à nos côtés pour en parler, Yoann Rousset. Vous êtes le fondateur de cette nouvelle école, justement, l'EGS, l'Education Gaming School. Bienvenue à nouveau sur ce plateau. La Paris Games Week, Yoann, ouvre ses portes aujourd'hui. Ce salon annuel consacré aux jeux vidéo, on le sait, attire chaque année des milliers et des milliers de fans et de jeunes qui viennent y découvrir les dernières nouveautés et technologies du secteur. Un secteur en pleine croissance, vous allez le voir. On en parle avec vous. Vous avez donc créé cette école implantée à Mérignac, près de Bordeaux. L'EGS, vous le dites, est la première école en Europe à avoir posé une pédagogie, un cadre et un apprentissage de l'e-sport. Vous nous la présentez, cette école, Yoann ?
Avec grand plaisir, Philippine. J'ai fondé l'école du coup en 2018. Vous disiez un petit peu il y a un an, mais ça a déjà 5 ans maintenant. Effectivement, c'était bien à Talence. Et l'idée derrière cette école, c'était de permettre aux jeunes qui sont fans et amoureux du jeu vidéo et qui tentent et qui souhaiteraient avoir une carrière dans l'e-sport, de les mettre dans un cadre parce qu'on va en parler. La pratique du jeu électronique à très haut niveau, en fait, est assez complexe, est aussi complexe que le sport de haut niveau. Et il y a beaucoup de joueurs et très peu d'élus. Et donc, j'ai eu l'idée de monter cette école il y a 5 ans pour permettre aux jeunes qui avaient envie de tenter leur chance d'être dans les meilleures conditions, d'avoir un cadre qui leur permette de pratiquer l'e-sport à haut niveau dans les meilleures conditions et dans la recherche de la performance. Et en même temps, avec un parcours académique à côté pour leur permettre de sécuriser leur avenir. Parce qu'on le sait, 99,9% d'entre eux n'auront pas malheureusement de parcours de joueurs d'e-sport professionnels. Donc il faut à la fois rebondir. Et la cybersécurité fait partie justement des thématiques que l'on aborde aussi ici. Alors justement, qu'est-ce qu'on apprend spécifiquement dans une école comme la vôtre? Est-ce que c'est de la préparation physique? Est-ce que c'est de la préparation cognitive, visuelle? Et justement, ces métiers en dehors de l'e-sport? Alors, on a deux parcours, c'est très bien de poser cette question parce qu'on a vraiment deux parcours qui sont distincts. On a un parcours sur la partie académique où on va apprendre le développement web en PHP, en JavaScript pour pouvoir créer des sites web ou des applications. On va avoir aussi des parcours sur des systèmes et réseaux pour la cybersécurité ou tout simplement interconnecter les ordinateurs. On va avoir des parcours graphiques aussi pour devenir designer ou pour travailler dans le monde du marketing web aussi. Et on va avoir en fait un ensemble de parcours académiques avec plus de 6 filières qui permettent de choisir en fait des métiers un peu plus traditionnels, mais des métiers qui sont aussi en lien avec le monde du jeu vidéo, de l'entertainment et de l'e-sport, puisque on retrouve en fait tous ces métiers dans ce secteur qui est en train de se structurer. Donc on peut très bien imaginer demain que si vous appreniez le développement, vous puissiez développer le nouveau site internet d'une équipe e-sportive ou la nouvelle application de gestion de tournois. Et de l'autre côté, sur le deuxième parcours, le parcours un peu plus performance et e-sport, on va effectivement pratiquer différentes matières, on va dire, si on peut les appeler comme ça, qui permettent d'aller chercher, de maximiser sa performance e-sportivement parlant. Et on va parler de préparation cognitive, où on les met sur des écrans tactiles et sur différents exercices qui leur permettent de travailler leurs réflexes, leur acuité visuelle et plein d'autres matières de la cognition. Et on va aussi les mettre sur la préparation physique pour lutter surtout contre les TMS, les troubles musculo-squelettiques, puisque lorsqu'on reste assis plusieurs heures par jour sur une chaise à s'entraîner, notre corps est un petit peu moins sollicité, il faut le renforcer. On va aussi le travailler avec des coachs de chaque jeu, puisque le jeu, c'est comme un sport finalement, et on en parlera, je pense, au fil de ce débat, mais c'est comme un sport et on doit le pratiquer, on doit l'encadrer, le coacher, et il y a des techniques particulières à appliquer pour gagner et pour maximiser en tout cas ses chances de l'emporter. On va aussi faire de la préparation mentale. Et avec ça, on travaille avec un ancien nageur double vice-champion olympique qui s'appelle Grégory Mallet, qui est à Bordeaux, on a de la chance, et qui accompagne nos étudiants les plus férus sur le jeu à se préparer, à prendre en main leur mental pour les compétitions. Dans ce cadre-là, justement, on en parlera peut-être aussi, mais aussi on a Commando, une structure qui est en performance au sein de l'EGS, qui permet d'accompagner les joueurs de haut niveau. Donc en fait, on a un ensemble de disciplines qui permet vraiment de viser la performance côté e-sport, mais en même temps, côté académique, de sécuriser le parcours. Merci Johan, c'est très clair. Est-ce que ça veut dire justement que le digital leur permet à ces étudiants d'être quand même sereins vis-à-vis de leur avenir, les débouchés futurs aussi? S'ils ne deviennent pas gamers professionnels, ça veut dire qu'ils peuvent embrasser d'autres carrières comme agent de joueur, comme coach, comme préparateur physique? Ah, mais c'est clairement ça, c'est que très clairement aujourd'hui, devenir joueur professionnel, c'est comme devenir joueur professionnel de football dans le monde de l'e-sport. Vous avez énormément de joueurs, très très peu d'élus, et vous avez tout intérêt à sécuriser un parcours à côté. Et sécuriser avec des compétences numériques, digitales, qu'elles soient en marketing, qu'elles soient en développement ou qu'elles soient en informatique ou même en design, bah, ça vous permet derrière de pouvoir rentrer dans cet univers-là qui est en train de se structurer. On va sûrement l'approfondir, mais qui ressemble de plus en plus au sport. Et c'est pour ça que on commence à avoir des compétitions qui remplissent des stades entiers et des arènes entières avec des milliers de spectateurs, voire des millions de spectateurs en ligne. Et puis, on a aussi tout ce monde de l'entertainment, vous savez, tout l'amusement en ligne avec des streamers, des youtubeurs, qui tournent autour aussi de l'e-sport et du jeu vidéo, qui amènent aussi tout un écosystème avec de nouveaux métiers, enfin de nouveaux métiers, des métiers que l'on connaît, mais qui sont adossés à cette nouvelle pratique. Les parents, Johan, ils en pensent quoi quand leurs enfants viennent les voir en disant papa, maman, je veux devenir gamer professionnel ou coach de joueur?
Alors, ils n'ont pas trop de mal à le croire parce que généralement, les enfants s'investissent énormément dans leur jeu. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez des enfants sur le plateau, mais peut-être qu'ils passent beaucoup de temps à jouer à Fortnite ou à CS2 ou encore à Valorant en ce moment. Donc, ils n'ont pas de mal à croire que c'est une des envies, mais ils sont assez perdus parce que c'est un univers qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas et où on sait aussi l'employabilité très complexe en tant que joueur pro. Donc, ça les panique un petit peu et c'est aussi le rôle que l'on a, nous, en tant qu'école, d'essayer de les rassurer et puis de préparer leurs enfants à avoir un plan B, entre guillemets, qui malheureusement deviendra plus souvent le plan A qu'autre chose. Quelque chose qui doit aider aussi, j'imagine, les parents dans la conviction qu'ont leurs enfants, c'est le fait que c'est un sujet, le e-sport, qui prend de plus en plus d'ampleur, notamment à l'international. Pourquoi je dis ça? Parce que le président du Comité international olympique a demandé très récemment d'étudier la création de JO consacrés à l'e-sport. Pourquoi c'est si important pour les gamers aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si c'est véritablement important qu'on soit aux Jeux Olympiques ou pas pour les gamers. Je pense que ça leur apportera et ça nous apportera à tous une reconnaissance de la pratique. Ce qu'il faut savoir en fait sur le profil du joueur actuel et de l'ensemble de l'écosystème, c'est que très longtemps et encore récemment, notre président de la République actuelle a stigmatisé les joueurs en leur expliquant que les jeux de guerre pouvaient les rendre violents sur une interview qu'il a faite il y a un peu plus d'un an suite à malheureusement une tuerie ou un événement assez dramatique de l'époque. Et en fait, ces joueurs-là ont toujours été très stigmatisés, ont toujours été un petit peu vus d'un mauvais œil par les médias et par énormément de personnes publiques et politiques. Et aujourd'hui, en fait, le fait que la reconnaissance arrive progressivement et qu'ils commencent à avoir un petit peu pignon sur rue, à avoir des grandes compétitions avec des équipes comme la Carmine Corp qui remplit l'aréna de la Défense avec tous leurs fans, eh ben, ils se disent que finalement, ils ne sont pas si différents et qu'ils ont leur place dans cette société. Et progressivement, avec la quantité de joueurs qui est en train d'augmenter de manière considérable chaque année, puisque je crois qu'aujourd'hui on parle de 7 Français sur 10 qui jouent aux jeux vidéo quotidiennement, avec 2 à 3 jeux dans leur escarcelle. Alors, quand on parle de jeux vidéo, hein, on ne pense pas toujours à la compétition, on pense aussi aux jeux comme Candy Crush ou Royal Match, hein, qui sont des jeux mobiles et qui se jouent un peu dans n'importe quelle situation. Mais aujourd'hui, on a quand même 7 Français sur 10 qui touchent aux jeux vidéo, et c'est pour ça que vous me posiez la question des parents. Ils sont en train de s'habituer progressivement au fait que le jeu vidéo, en plus de l'essor que l'on voit sur le côté e-sportif et au niveau, ils sont aussi en train de s'habituer à ce que ça devienne un outil, un usage du quotidien, puisque eux-mêmes jouent et ils sont à même de se dire que ça puisse être un métier de plus en plus. Alors, on est encore loin des métiers traditionnels qu'on peut connaître, mais on est clairement en train aujourd'hui de percer là-dessus. Et cette reconnaissance aux Jeux Olympiques ou avec des très grandes Coupes du Monde ou des très grands événements comme les Worlds qui se déroulent et qui se sont déroulés très récemment là, sur League of Legends, ben, ça permet clairement de rassurer un petit peu les familles, les parents, et de donner cette reconnaissance aux jeunes qui pratiquent ce sport-là, puisqu'on pourrait quasiment le qualifier de sport, l'e-sport, avec cette reconnaissance aux yeux du grand public. Alors justement, cette reconnaissance en tant que sport, on va en parler dans un instant. Juste avant, il y a un autre événement qui va faire son arrivée, c'est le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, qui a fait savoir récemment qu'il souhaitait organiser une Coupe du Monde annuelle d'e-sport. J'imagine que vous avez évidemment des demandes de la part d'étudiants pour y être préparés à ces compétitions internationales. Alors, quoi qu'il se passe, il y aura quand même des paliers avant d'aller se préparer à ce type de compétition internationale. C'est un petit peu aujourd'hui structuré comme dans le sport. Vous avez des compétitions un peu plus locales, un peu plus régionales, et ensuite nationales, et ensuite internationales, même si l'avantage du jeu vidéo, c'est que c'est un média qui se pratique sur l'ordinateur, un sport qui se pratique sur l'ordinateur. Ça vous permet donc de vous interconnecter comme on l'est là en distance avec n'importe qui dans le monde. Donc vous pourrez très bien jouer aujourd'hui avec des Français qui sont sur le même fuseau horaire que vous, mais vous pouvez très bien aussi jouer avec l'Amérique du Nord, qui est sur un fuseau en décalage, avec des compétitions différentes et avec un écosystème sportif différent. Et donc clairement, cette Coupe du Monde, je suis sûr que c'est dans la tête de beaucoup, beaucoup de joueurs pros, mais pour nos joueurs ici, nos étudiants, il y a certains joueurs qui pourraient y prétendre, puisqu'on a Natlox de son pseudo, qui joue sur Overwatch, qui est en équipe de France, et qui, lui, pourrait effectivement prétendre aller à cette Coupe du Monde. Mais pour beaucoup, le palier est encore très grand, et ils vont effectivement s'entraîner, à mon avis, très durement pour atteindre leur meilleur niveau dans les meilleures conditions et potentiellement être sélectionnés par les sélections de l'équipe de France dans leurs différentes catégories.
Allez, justement, on va continuer à en parler dans un instant. On va aussi voir avec vous, Johan, les nombreux débats et évolutions qui agitent ce secteur du e-sport. D'abord, on va faire un tour du côté de la planète tech. Images, vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Deniau. Et on est de retour, toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité à distance, Johan Rousset, le fondateur de l'Education Gaming School. Johan, juste avant de reprendre nos échanges passionnants, on va laisser place à la chronique de Dorit Naon qui a une idée derrière la tech. Dorit, aujourd'hui vous allez nous parler du retour au bureau des salariés en télétravail. C'est quoi l'actualité sur le sujet ? C'est la crise du télétravail aux États-Unis et l'explosion du retour au bureau. On rétropédale clairement parce que pendant le Covid, c'était la révolution RH du télétravail généralisé. Là, on change complètement de discours. Ils s'appellent Meta, Google, Twitter, Amazon et Zoom et ils ont décidé de faire revenir les employés au bureau. Et en Europe, ça donne quoi ? On a pas mal d'entreprises qui font marche arrière aussi en Allemagne, au Royaume-Uni. Et chez nous, on a par exemple Publicis qui a décidé de lancer aussi un retour au bureau d'au moins 3 jours par semaine, dont le lundi, avec l'interdiction de télétravailler plus de 2 jours consécutifs par semaine. Quelles en sont les raisons évoquées par ces entreprises ? On va prendre le cas de Zoom, assez éloquent. C'est un enregistrement audio qui sort de la bouche du patron de Zoom, Eric Yuan, et surtout qui n'aurait jamais dû être public. C'est un audio de réunion qui a fuité. Ça en dit long sur sa vision du télétravail et forcément, ça a vite fait les gros titres. Spoiler alerte, pour lui, on ne peut pas installer de la confiance dans une boîte à cause du télétravail. C'est fort. Je vais vous en lire un extrait. Donc, il a dit « Au début, nous nous connaissions tous. Au cours des dernières années, nous avons embauché tellement de nouveaux Zoomies qu'il est vraiment difficile d'instaurer la confiance. La confiance, c'est le fondement de tout. Sans confiance, nous serons lents. » Donc pour lui, le télétravail tue aussi la créativité et l'efficience. Dans cet audio, il dira « Très souvent, vous avez de bonnes idées, mais quand nous sommes tous sur Zoom, c'est vraiment difficile. Nous ne pouvons pas avoir une vraie conversation. Nous ne pouvons pas bien débattre les uns avec les autres, car chacun a tendance à être très amical lorsqu'il rejoint un appel Zoom. » Alors, il concerne qui, ce retour en arrière, justement ? Principalement, ça concerne les boîtes en full remote. Donc, on est relativement à l'abri d'un scénario à l'américaine en France, vu que les boîtes en full remote, elles sont ultra minoritaires ici.
On a Sarah Lemoine, chargée de RH, qui s'est exprimée là-dessus. Elle a dit, en France, la norme, c'est 2 jours par semaine. Et d'après une récente étude d'OCDE, la productivité d'un salarié est maximale avec 1 ou 2 jours de télétravail. Au-delà, elle a tendance à baisser. Donc la France, elle est déjà dans cette organisation hybride, finalement, assez mesurée que veulent désormais les patrons américains. Quel est l'état des lieux sur le télétravail et le présentiel, d'ailleurs, en France aujourd'hui, Dorit? Si on se base sur l'étude d'Ernest Young Remained, publiée le 26 octobre de cette année, on voit que la France, elle reste culturellement attachée au travail en présentiel, bien plus qu'ailleurs dans le monde. On a seulement 13% des salariés français du tertiaire qui voudraient travailler à distance 5 jours sur 5, contre 34% de l'ensemble des travailleurs interrogés. Moralité, on a besoin de contact humain en France, et on a aussi une étude JLL qui en parle très bien. Les Français viennent en moyenne 3,5 jours au bureau, contre 3,1 dans le monde. En fait, le bureau en France, on peut dire que c'est la représentation du mot travail. On est très conservateur et traditionnaliste en France. C'est Flore Prader qui en parle. Elle est directrice de recherche en dynamique internationale du travail auprès de JLL, et elle a dit dans l'Express, en France, le bureau est considéré comme un lieu de socialisation et d'échange avec ses collègues. Venir au travail, ça permet de rappeler son existence et sa présence au sein de l'entreprise. Alors, quel est le danger de ce retour en arrière? En fait, donner et reprendre du télétravail, c'est comme donner et reprendre un jouet à un enfant. Il ne va pas comprendre, il va se retourner contre vous et il va râler jusqu'à ce que vous lui donniez à nouveau. Ici, c'est le risque et ça tient en un mot, le désengagement. C'est là où l'entreprise, elle doit être vraiment très habile et très agile pour être dans l'ultra-communication et vraiment expliquer et accompagner l'équipe vers cette transition. Sinon, clairement, les gens ils vont se dire « ils ne me font pas confiance ». Et je n'ai pas envie de bosser pour des gens qui veulent me fliquer et qui me prennent pour un gosse. Donc là, en fait, on est sur un grand sujet RH, c'est le changement, la transition vers un changement. Et comme tout bouleversement dans une entreprise, on doit se faire accompagner si on veut préserver sa culture d'entreprise, garder une équipe fédérée et retenir les talents. Merci beaucoup Dorit pour cette chronique. Et puis nous, on va retourner en visioconférence avec notre invité, continuer à parler du gaming et de l'e-sport. On lance d'abord la deuxième partie du talk. Des milliers de supporters qui chantent et applaudissent. Non, on n'est pas dans un match de foot et encore moins dans un match de rugby, mais bien dans un tournoi d'e-sport. L'essor d'Internet, vous le savez, dans les années 90, a permis à des passionnés du monde entier de jouer en réseau et pour les meilleurs même de développer cette pratique à un niveau professionnel. On continue d'en parler avec Johan Rousset, le directeur fondateur de l'Education Gaming School. Johan, on est de retour avec vous. Vous connaissez le débat qui anime le secteur depuis plusieurs années. Déjà maintenant, à chaque fois, on a tendance à opposer une organisation réglementée à une absence de dépenses physiques et de la sédentarité chez les joueurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut vraiment considérer le e-sport comme un sport comme un autre? Alors, je vais donner une réponse de Normand, oui et non. C'est-à-dire que d'un côté, on a des codes qui sont très similaires autour de la recherche de la performance, de la volonté de s'améliorer, de faire toujours mieux, de l'entraînement, de l'investissement de tous les cyberathlètes qui jouent aux jeux vidéo. Et en même temps, contrairement au sport de l'autre côté, aujourd'hui, chaque jeu appartient à un éditeur qui est un éditeur privé, qui est l'éditeur du jeu, celui qui a développé et qui a publié et marketé le jeu. Et donc, c'est la grosse différence que l'on a avec le sport, parce que les sports n'appartiennent à personne aujourd'hui, et on a des fédérations qui les encadrent, alors qu'aujourd'hui l'e-sport est dépendant de chaque jeu et de chaque éditeur finalement, et c'est là où la grosse différence s'opère, c'est que d'un côté vous avez quelque chose de très libre et encadré par des règles de fonctionnement qui sont, je dirais, internationales. Les règles du foot en France sont les mêmes qu'à l'étranger logiquement, alors qu'en termes d'e-sport, les compétitions et les règles peuvent diverger d'un pays à un autre. On a des pays comme la Chine, par exemple, qui utilisent des versions du célèbre jeu de foot virtuel à l'époque FIFA qui sont différentes sur la pratique e-sport que celles que l'on utilise en France. Et c'est là où ça crée des choses un petit peu différentes. Et aussi, la dernière grosse différence, c'est que dans une bonne partie des jeux vidéo, vous avez ce qu'on appelle la RNG, qui est en fait la part de chance, entre guillemets, que peut avoir un utilisateur. Alors, on l'a aussi dans le sport, si on est un contre-favorable ou défavorable au foot. Mais là, c'est un algorithme, du coup, qui est codé, c'est informatique. Et donc, du coup, c'est un petit peu moins, humain, entre guillemets, que le sport en lui-même. Et c'est peut-être là-dessus que le sport et e-sport divergent. En revanche, en termes de pratique et de pratiquants et d'investissement et de capacité à développer, on est très, très, très similaire là-dessus.
Johan, on le sait, le monde du gaming et du e-sport reste encore aujourd'hui un milieu très masculin. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette telle absence de femmes? Alors, je crois qu'on n'a pas énormément d'explications. Il y a beaucoup d'opérations qui se mettent en place, comme des ligues féminines pour essayer de favoriser justement l'e-sport féminin. Logiquement, ça ne devrait pas être le cas, puisque contrairement au sport où on peut avoir quelques différences physiques, on le voit entre les meilleurs tennismen du monde, qu'ils soient hommes ou femmes, ils n'ont peut-être pas la même force de frappe, alors que dans le jeu vidéo, vu qu'on est assis derrière un écran et que on utilise notre cerveau, il ne devrait y avoir aucune différence. La différence, elle se fait peut-être sur la volonté malheureusement des hommes à intégrer des jeunes femmes dans le secteur. Peut-être aussi, je dirais, une conscience et un cadre sociétal qui n'a jamais poussé les jeunes femmes à aller dans ce monde-là, mais c'est en train doucement et progressivement de se résorber. On le voit aussi dans les métiers numériques où à l'époque on avait très peu de développeuses, donc de développeurs femmes qui pratiquaient le codage. Et aujourd'hui, nous, dans nos formations, on en a de plus en plus. Et c'est très très bien parce que ça va permettre de féminiser un petit peu cet écosystème qui, vous l'avez dit, est très masculin et parfois peut-être même un peu trop misogyne. Vous avez pas mal de filles aujourd'hui dans vos inscrits pour cette première rentrée à l'Education Gaming School, Johan? Alors, on en a effectivement de plus en plus, c'est-à-dire qu'en 2018, on n'en avait pas, ou une, et aujourd'hui, on commence à en avoir 5 ans après, 6 ou 7. Donc, on se retrouve avec une proportion qui grandit, et je le vois aussi du côté de la piscine, mon autre école, qui est plutôt pour la reconversion, où de plus en plus de femmes s'orientent vers les métiers numériques. Donc, en fait, on a cette dualité entre e-sport et métiers numériques où les femmes n'avaient pas, ne prenaient pas place, entre guillemets, où progressivement elles arrivent, et pour le grand plaisir des entreprises qui les attendaient de pied ferme depuis bien longtemps, puisqu'elles avaient que des équipes d'hommes. Et là, féminiser un petit peu les équipes, c'est très très bien pour elles. Et puis c'est effectivement, vous le disiez très justement, très lié aussi au métier du numérique. Et on voit les choses malgré tout évoluent positivement. Je voulais vous parler aussi de votre enseignement. C'est peut-être ça aussi qui les attire, ces jeunes filles et ces jeunes garçons qui rejoignent votre école. Votre enseignement bien singulier. Quand on regarde votre site internet, on comprend que cet enseignement est constitué d'une dizaine d'îles, c'est ça, qui révèlent chacune d'entre elles une spécialité différente à étudier. En les découvrant, les élèves ont accès à des quêtes et des missions qui en fait contiennent des contenus pédagogiques qu'il faut débloquer pour passer au contenu suivant. C'est ça? Expliquez-nous, Johan. C'est exactement ça, Philippine. L'idée, en fait, ça a été de casser ce que l'on connaît aujourd'hui de l'école, parce que la plupart de nos étudiants n'ont pas forcément adhéré au système scolaire comme on le connaît traditionnellement, avec un système plutôt descendant, malgré le mode projet, quelque chose de très cadré, très normé, très marqué dans le temps, avec des horaires à respecter de travail, de présence, de choses comme ça. Et on a essayé, nous, d'apporter, on essaye au quotidien, même c'est notre quotidien, puisque nous, on se considère comme une école sur le fond, mais pas comme forcément l'école qui a juste la volonté de transmettre de la connaissance, puisque on part du principe que l'entièreté de la connaissance aujourd'hui est disponible sur Internet. Alors, avec bien entendu le disclaimer de dire que l'on peut trouver beaucoup de bêtises aussi sur Internet, donc il faut savoir faire la part des choses. Mais d'un autre côté, l'idée, ça a été de remettre l'utilisateur au centre de la démarche, et puis plutôt que d'essayer de le forcer à apprendre sur des temporalités où il n'a pas envie d'apprendre, de 8h à 10h avec un cours de Photoshop, de 10h à midi avec un cours d'Illustrator, et puis de le faire sauter comme ça de matière en matière, le balloter toute la journée comme on peut l'être au lycée ou dans d'autres écoles supérieures. L'idée, ça a été de l'amener à se poser les questions sur ce qu'il a véritablement envie de faire, de trouver ses différents leviers de motivation, et ensuite de lui mettre à disposition, au travers de quêtes et de missions, la possibilité d'aller à son rythme, d'avancer sur les compétences qu'il va pouvoir identifier et qu'il va pouvoir comprendre, puisqu'on les explicite beaucoup plus que dans un programme traditionnel où on vous le donne en début d'année et puis vous roulez. Et puis on a aussi gamifié ce parcours-là, parce que l'idée derrière tout ça, puisque nous aussi on a des idées derrière la tech, ça a été de faire en sorte que l'utilisateur ait la volonté, comme vous l'avez sur vos jeux mobiles, de jouer, de continuer d'apprendre et d'essayer de faire en sorte que l'apprentissage ne soit plus une plaie du quotidien et être forcé, mais plutôt qu'il y prenne plaisir, et qu'au travers de ce plaisir-là, eh ben, ils grandissent professionnellement parlant. Vous avez effectivement créé une sorte de campus interactif complémentaire du campus physique. Peut-être une dernière question avant de terminer cette interview. Johan, je voulais vous demander pour les parents, les enfants qui nous écoutent, quel est le business model derrière les compétitions de e-sport? Si demain mon enfant veut devenir joueur professionnel ou agent, est-ce que ces gens-là sont rémunérés aujourd'hui? Est-ce que c'est au contraire plutôt la publicité? Comment ça se passe?
Alors ça, c'est vrai que c'est une question que beaucoup se posent et il y a énormément je dirais pas de mensonges, mais de fabulations en tout cas autour de cela. Aujourd'hui, vous avez à peine une centaine de personnes en France qui vivent de leur pratique du jeu vidéo à très haut niveau. Voilà. Quand je dis des e-sportifs professionnels, vous avez une centaine qui peuvent imaginer avoir un SMIC minimum au quotidien, et la plupart du temps, au quotidien, mensuellement bien entendu, hein, parce qu'un SMIC tous les jours, ça serait pas mal, mais mensuellement, en tout cas, il y en a très peu qui peuvent se targuer, une centaine seulement, vivre avec un revenu correct, cohérent, et la plupart du temps, c'est en freelance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de cadre, et c'est en train de se construire, hein, puisqu'on a France eSport qui travaille sur ce cadre-là depuis quelques temps maintenant, essayer d'apporter un statut juridique aux joueurs e-sportifs qu'ils n'avaient pas aujourd'hui et qui étaient prestataires de services finalement pour des équipes. Donc ils sont très peu nombreux. À côté de ça, vous avez, à côté du joueur pro, parce que c'est une petite niche, hein, le joueur pro dans le système de jeux vidéo, vous avez aussi tout ce qui va être entertainment avec les différents créateurs de contenu comme des Squeezie, des Gotaga ou d'autres grands noms de la scène qui, eux, en fait, ont des véritables entreprises, sont des véritables entrepreneurs et créent du contenu avec des opérations commerciales qui sont reliées à des marques, et dans quel cas ils touchent de l'argent pour mettre en valeur, vous l'avez dit, un petit peu comme de la communication, une certaine marque ou une autre. Et dans tout ça, vous avez aussi tous les métiers qui sont alentour, qui sont en train de se structurer, comme manager e-sportif, comme coach, qui sont progressivement en train de se structurer et qui aujourd'hui ont du mal à se stabiliser avec des revenus fixes, puisque la carrière d'un joueur e-sportif est peut-être longue, mais est souvent très courte, et on parle plutôt en mois. Et donc, pour les coachs, c'est assez similaire, et on a des coachs qui évoluent et qui changent très souvent dans les équipes, ce qui fait qu'il n'y a pas de véritable stabilité, entre guillemets, de l'emploi. Donc c'est un secteur qui est porteur, qui est en voie de structuration, qui est en train de se mettre en place, mais qui est encore très jeune et qui a besoin de prendre en maturité sur ces aspects de conditions de travail et d'organisation structurelle. Mais je pense que ça va se mettre en place, et que ce n'est pas aujourd'hui une bêtise que de laisser son enfant aller de toute manière vers sa passion. C'est plutôt très favorable, et c'est là où on intervient, nous, essayer de faire en sorte qu'il aille vers sa passion, mais qu'en même temps, il s'assure un avenir à côté avec une sécurisation de parcours, des diplômes reconnus et tout ce qu'il faut pour qu'il ait des compétences en main pour travailler derrière. Et ben voilà, vous avez tout dit, Johan. Merci beaucoup. En tout cas, vous l'aurez compris, l'e-sport est un marché en pleine croissance qui offre des opportunités évidemment pour les joueurs, les entreprises et les fans. Et parmi ces opportunités, la création d'écoles supérieures spécialisées dans ce domaine qui offrent évidemment à leurs étudiants de nombreux débouchés. J'ai été ravie d'en parler avec vous, Johan Rousset. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'Education Gaming School. Merci. Je rappelle aussi que votre enseignement est reconnu par l'État. Merci à vous. Merci aussi à notre chroniqueuse du jour, Dorit, d'avoir été avec nous. Merci Dorit. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve dès demain dans l'École du Futur. Bonne journée.